meilleur diagnostic positif d'une cholestite aiguë. Donc voilà, et en se basant sur les éléments cliniques, biologiques et surtout radiologiques. Alors, bien sûr, détecter les critères de gravité d'une cholestite aiguë et bien sûr, planifier la prise en charge thérapeutique d'une cholestite aiguë en tenant compte de son étiologie et du terrain sur lequel elle survient. Alors, sur le prochain diapo, donc on y va. Alors, comme introduction, je vous dirais que la définition en anglais, c'est de acute cholangitis. La cholestite aiguë est définie par une inflammation de la paroi vésiculaire, plus ou moins, et là je l'ai souligné, plus ou moins associée à l'infection de son contenu. Donc l'infection, c'est un phénomène qui vient après, mais l'inflammation est toujours là. Donc c'est un élément constant, mais l'infection ne l'est pas. Et bien sûr, on va essayer de documenter toujours cette infection. Alors, et bien sûr, c'est pour ça que je suis là. La cholestite aiguë est une urgence médico-chirurgicale. Alors, médico-chirurgicale, pourquoi? Elle n'est pas forcément tout à fait chirurgicale, elle n'est pas tout à fait médicale. Donc, il y a des indications, on va les voir après tranquillement, et on va dire qu'il y a un traitement médical qui va s'instaurer, et bien sûr, tout en étant encadré par un traitement chirurgical. Et by definition, par principe, c'est une patiente ou c'est un patient qui doit être hospitalisé obligatoirement dans un milieu, dans une atmosphère chirurgicale. Alors, bien sûr, la cholestite aiguë est soit lithiasique, donc complication de lithiase biliaire dans 90% des cas, mais attention, elle peut être aussi alithiasique. Alors, c'est plutôt une pathologie générale diverse, elle représente à peu près, voire moins de 10% des cas. Alors, bien sûr, non, alors, dans l'éthiopathogénie, elle est simple. Donc, on va avoir les cholestite aiguë lithiasique, principalement. Donc, s'il y a des questions, vous avez un QCM, un croc de QCM, c'est lithiasique jusqu'à preuve du contraire, mais peut-être alithiasique. Alors, c'est simple, c'est une obstruction du canal cystique ou de l'infundibulum par un calcul. Donc, vous voyez, là, il y a ce qui est en rouge, ça c'est la vésicule, et ce qui est en vert, ça commence à avoir des paupières extra-hépatiques. Et il y a un calcul, vous le voyez bien, et qui est bloqué entre la partie qui est colorée en rouge et la partie qui est colorée en vert. Et là, c'est mécanique. On est bien d'accord ici, c'est un phénomène qui est purement mécanique. C'est un petit calcul qui va se bloquer là. Bien sûr, ça va entraîner une hyperpression dans la vésicule biliaire et une souffrance, une inflammation par défaut de retour veineux. Donc, il y a une hyperpression dans la paroi vésiculaire, elle va devenir souffrante, elle va s'inflammer, bien sûr. Et on va avoir une stase de bile, plus altération de la paroi vésiculaire qui va finir par l'infection. Donc, on peut partir sur les premières choses, c'est que c'est pas un phénomène infectieux. Mais la dernière ligne ici nous dit très bien que c'est un phénomène qui est infectieux. Alors, diapo suivante. Alors, les alithiasiques. Retenez que c'est une inflammation de la vésicule biliaire dans la physiopathologie, souvent multifactorielle, et exclut la lithiase. Par définition, elle est alithiasique. Alors, retenez que c'est une infection, donc c'est ischémique, donc il y a aussi c'est peut-être infectieux aussi, et c'est peut-être obstructif aussi, donc elle est multifactorielle, mais particulièrement, je dirais, ischémique. Alors, elle survient dans 50% des cas au cours d'une chirurgie ou d'un traumatisme récent. Donc voilà, c'est un patient qui est hospitalisé en réanimation dans un service de chirurgie, qui a une chirurgie lourde, particulièrement cardiovasculaire. C'est pour ça que j'ai parlé d'ischémie un peu, ou d'un traumatisme assez récent, et elle va se déclarer. Donc il n'y a pas de lithiase. Alors les causes les plus fréquentes, c'est le choc, comme on a vu, la déshydratation et le bas débit sanguin, le sepsis, les septicémies, bien sûr la fièvre typhoïde, et les transfusions multiples. Alors, c'est un terrain particulièrement débilité. Les diabétiques, il faut se méfier. L'athérosclérose, donc on rejoint l'athérovasculaire, la maladie de Berger et la périartérite et les néoplasies évolutives et les chimiothérapies. Donc, on sait très bien que la chimiothérapie agit sur la vascularisation des tissus et forcément une ischémie qui peut s'installer au niveau de la vésicule. Alors, retenez, vous aurez un cas clinique comme ça balancé dans un concours, donc Diana ou un cas clinique, c'est un terrain de prédilection et de l'homme de plus de 60 ans qui est hospitalisé en réanimation. Alors, sur le plan anatomopathologique, on va voir crescendo, donc du moins compliqué au plus compliqué, ce que c'est qu'une cholécystite. Alors, un point très important, et ça, je n'arrêterai jamais de vous le dire, c'est qu'il n'y a pas de corrélation anatomoclinique.
Ça veut dire, je m'explique, une patiente très symptomatique, qui a très très mal, qui est pliée en deux, et qui peut être aussi fébrile, peut avoir des lésions légères. Quand on l'opère, par absence de corrélation, on peut avoir un patient qui est un peu symptomatique, une perturbation d'une glycémie, un diabète qui est décompensé, une petite fièvre qui clochette, peut avoir des lésions de gangrène. Donc attention, donc il faut bien peser le pour et le contre. Il faut faire un bon examen clinique. Il faut faire bien sûr la batterie biologique habituelle et bien sûr l'examen complémentaire en verre. Alors, la cholécystite catarrhale, c'est la plus simple, elle vient de débuter. Allô? Oui. سامحني مسيو كيفاش نعرفوا les lésions هذوك نتاع الجانغرين؟ La gangrène, il y aura une image. Il y a une image qui va venir dans 2 diapos. Non, la gangrène, la gangrène, qu'on soit clair, c'est anatomopathologique, c'est la pièce qu'on va adresser à notre collègue anatomopathologiste qui va nous répondre. Il va nous dire elle est gangréneuse. Mais nous, on la voit. Mais vous allez voir, on va voir des images, on va voir des examens cliniques et paracliniques au fur et à mesure du cours. Et on va voir comment elle est gangréneuse. Plusieurs arguments. On va voir. Bientôt les diapos suivants. Alors, je reviens sur la cholécystite catarrhale et inflammatoire. Donc, la paroi vésiculaire est rouge, congestive, démaciée. La bile vésiculaire est d'aspect normal ou de verson. Ce qu'on appelle aussi l'hydrocholéciste. La vésicule est très tendue, contenant de la bile blanche, transparente, riche en muqueuse. Alors, un peu plus évoluée, la phlegmoneuse. La paroi vésiculaire est épaissie, couverte de fausses membranes avec une muqueuse ulcérée. Le contenu vésiculaire est trouble ou franchement purulent, ce qu'on appelle un pyocholéciste. Quand je fais une ponction dans la vésicule, c'est du pus qui sort. C'est pas le mucus que j'avais dans la vésicule qui était catarrhale au départ. Et microscopiquement, il existe des micro-abcès intraparénés. Alors là, pour répondre à ta question, vous avez l'image. Donc là, sur le haut de l'image de la diapo, la cholécystite gangréneuse. La vésicule est édémaciée, fragile, couverte de fausses membranes. La paroi vésiculaire est le siège de placards de nécrose. Alors, je vous décris l'image. C'est une image qu'on a obtenue par laparoscopie, par célioscopie. Et ce qui est vert, vous voyez, vous pouvez me répondre par message. Si vous voyez que ce qui est en vert, un vert émeraude, alors ça, c'est la gangrène. C'est très dangereux. Alors, c'est une lésion qui est panpariétale, donc toute la paroi est lésée, de l'intérieur vers l'extérieur, et ceci est très mauvais signe. Alors, la paroi vésiculaire est le siège de placards de nécrose, plus ou moins confluents et étendus, de couleur vert ou noirâtre. Alors, risque évolutif, elle va perforer. C'est une vésicule qui n'attend que pour perforer. Donc, pour répondre à la question de votre collègue Tawa qui m'a posé la question oralement. Alors, la cholécystite emphysémateuse, encore pire. Donc, on va aller voir les images. Alors, c'est une forme rare mais grave, survient essentiellement chez les sujets immunodéprimés, c'est les diabétiques, et c'est une infiltration gazeuse de la paroi vésiculaire, secondaire à la prolifération de germes anaérobies. Donc, qui dit emphysémateuse, dit gaz, dit anaérobe. Et on verra la traduction radiologique ce que ça fait. Alors, le plastron vésiculaire, c'est une forme évolutive ou tardive, succédant à une cholécystite négligée et abattardie par une antibiothérapie de plusieurs jours. Donc, en fait, c'est un mécanisme de défense. Alors, le corps humain, comme on a un plastron appendiculaire, il va donc diriger toutes ses défenses. C'est particulièrement l'épiplomb, le côlon, parfois aussi le duodénum, tout ce qui est autour de la vésicule biliaire, il va plastronner pour empêcher la diffusion de l'infection. Ça, on le voit très très bien, le plastron appendiculaire, c'est une image tout à fait typique. Alors, c'est un bloc adhérentiel de dissection difficile faisant participer le duodénum, le côlon, le mésocolon, l'estomac et le grand épiplan et la paroi abdominale antérieure. Ça devient palpable, c'est une masse, un empattement, c'est dur et c'est beaucoup plus gros qu'une vésicule. Alors, la péritonite biliaire, elle est soit localisée, alors donc complications évolutives graves. On a vu la cholécystite gangréneuse de tout à l'heure ou l'emphysémateuse, c'est le tableau particulier. La contamination péritonienne se fait par diffusion ou perforation, entraînant une suppuration localisée en sous-hépatique limitée donc par les organes de Golgi. Et bien sûr, on peut avoir une diffusion, là c'est la catastrophe. On va dire que c'est généralisé. Elle succède à la péritonite localisée avec diffusion de phénomènes infectieux, alors pus ou bien de la bile qui est infectée à toute la cavité péritonienne. Et là, forcément, c'est des patients qui ont traîné, ou c'est des patients qui sont immunodéprimés et qui ont fait une perforation d'emblée. Alors,
Donc, pour l'anapathe, je pense que c'est bon. Alors, bien sûr, en dehors de la vésicule, on va passer à des lésions associées. La voie biliaire principale, le lithiase de la voie biliaire principale peut être associé dans plus de 10% des cas. C'est pour ça que la question qu'on pose tout le temps, c'est que si on a une cholécystite, il faut toujours, ou très souvent, voir s'il n'y a pas une lithiase de la voie biliaire principale. Et l'examen qu'on fait en opératoire, c'est ce qu'on appelle une cholangiographie péropératoire. On injecte un produit radio-opaque à travers le canal cystique pour voir et détecter s'il y a une lithiase de la voie biliaire associée. Donc 10%, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce qu'en fait, l'avantage, si on la détecte, on peut traiter la cholécystite et la lithiase vésiculaire, bien sûr, et en association, on peut traiter une pierre deux coups. On peut traiter la lithiase de la voie biliaire principale. Et bien sûr, une pédiculite, c'est une inflammation, une propagation de l'inflammation en pédicule hépatique. Donc, pédicule, c'est pédicule hépatique. Donc, on tient le tronc-porte, la voie biliaire principale et l'artère hépatique. Alors, une fistule bilio-biliaire, on l'a. C'est une communication anormale et acquise entre la vésicule biliaire et la voie biliaire principale. Je n'aimerais pas opérer ces patients. C'est des maladies qui sont très difficiles. Alors, le calcul, il va éroder la mesure à travers le cystique ou le jabot de la vésicule biliaire et il va essayer de migrer de façon pas tout à fait naturelle en perforant, donc petit à petit, mais il y a toujours un plastronnage, c'est jamais libre. Et on va, dès qu'on dissèque un peu, on va trouver un trou dans la vésicule et un trou dans la voie biliaire principale. Bien sûr, c'est des poussées itératives. À chaque poussée, ça creuse millimètre par millimètre. Alors, bien sûr, une fistule biodigestive, il y a beaucoup de questions qu'on pose là-dessus. Alors, c'est une communication anormale et acquise entre la vésicule biliaire et le duodénum. Particulièrement, number one, c'est le duodénum parce que c'est le plus proche, c'est une question de la famille, ou parfois le côlon, et qui peut se voir à la suite de poussées itératives de cholécystite aiguë. Toujours, c'est une petite poussée avec une poussée. On prend des antibiotiques, on va à la pharmacie, tout va bien. On fait des décoctions locales, artisanales, traditionnelles. Ça se passe, on arrive à gérer un peu, mais in fine, il y a toujours une inflammation et qui va aboutir à la fistule biodigestive. Alors, sur le plan clinique, on va partir actuellement sur un type de description. Alors, TDD, ça veut dire type de description. On aime bien faire ça dans les cours à l'ancienne. Alors, c'est une cholécystite aiguë non compliquée. Et j'insiste beaucoup sur le non compliqué parce que des questions dans des cas cliniques comme ça, vous allez avoir, attention, donc soyez vigilants. Compliqué, on verra. Et non compliqué, on verra. Mais on commence par une cholécystite lambda que je vois tous les jours. D'ailleurs, je viens d'hospitaliser une patiente ce matin. Je suis de garde aujourd'hui. C'est tout à fait courant avec le programme opératoire qui est à l'arrêt à cause du Covid. Et forcément, les lithiases, ça va finir par devenir une cholécystite. Alors, donc, le cholécystite aiguë non compliqué de la femme de la cinquantaine. Alors, pourquoi femme de la cinquantaine? Retenez que la pathologie biliaire, c'est les 4F, les 4F, female, fat, fertile and 40s, 40s or 50s. Donc, c'est les 4F. Et retenez, quand vous avez une dame qui a un peu donc fat, je dirais en surcharge pondérale, et fertile, donc ça veut dire qu'elle a eu des enfants, donc elle est parturiente, elle est G2, G3 facilement, donc female, on dit une femme, et 40s ou 50s, et donc ça fait les 4F. Donc pensez directement, c'est la pathologie la plus courante, et ça c'est cosmopolite. Quand je dis cosmopolite, ça veut dire sur toute la planète. On va voir que c'est le tableau de la femme de la cinquantaine, de la quarantaine, donc qui est parturiente. Donc c'est à peu près l'enveloppe clinique, on va dire. Alors, les signes fonctionnels, c'est la douleur. C'est un signe qui est quasiment constant, mais il peut être absent dans des cas un peu difficiles. Mais dans le type de description que je cite actuellement, c'est clair. On part sur un cas facile, et on verra au fur et à mesure les ramifications des difficultés qu'on peut avoir. Alors, principal signe, présent dans plus de 50% des cas, est peut-être absent de ces sujets âgés. Donc, ces sujets âgés, ils ne se défendent pas. Il ne se plaint pas, il n'est pas plaintif, il ne va pas manger, il va avoir une petite fièvre, un changement du comportement, mais c'est une vraie cholécystite en dessous. Alors, c'est des douleurs de type biliaire, siège hypochondre droit ou épigastre, irradiant en hémiceinture droite ou en bretelle, inhibant l'inspiration profonde et d'apparition brutale, volontiers nocturne ou après un repas copieux. Un repas gras, il va déclencher donc une hypersécrétion biliaire et forcément on va vider la vésicule. Alors, elle persiste plus de 6 heures par rapport, donc c'est une différence assez importante
Et ça, c'est dans les cas cliniques qu'on sort tout le temps. Alors, une patiente qui vient, une douleur datant de 12 heures ou de 24 heures, on n'est plus sur de colique hépatique. Et je répète, c'est une colique hépatique, c'est une lithiase vésiculaire qui est un peu enclavée, qui donne des douleurs, qui commence à irriter la vésicule. C'est un stade qui peut donner une cholécystite ultérieurement, mais la grosse différence, c'est que la colique hépatique, c'est qu'une petite contraction, c'est une petite obstruction passagère, et ça passe en moins d'une demi-heure, pour ne pas dire aller dans les 6 heures. Et si c'est au-delà de 6 heures, donc ça, c'est plutôt en faveur d'une cholécystite aiguë dans une forme typique. Alors, les signes digestifs associés, c'est pas top. Bon, état nauséeux, vomissement, trouble du transit, ce qu'on appelle une occlusion intestinale fonctionnelle. C'est juste du trouble du transit. Donc, rien de spécifique ici. Et bien sûr, les signes généraux, la température entrant de 38,5, inconstante, mais on va voir, on va tirer de la fièvre. Alors, le pouls est modérément accéléré parce que c'est la fièvre qui donne ça et la douleur aussi. Et l'état général est conservé. Donc, Alèche est conservé parce qu'on est dans une forme de description. Il y a une question? مسيو جوست ما نشوفوش في الديابو في معناتها من بكري نتاع هذايا اللي كوليسيستيك ايكو كاو La première diapo, Kao, vous ne voyez pas le diapo? Qui ne voit pas les diapos? Non, parce que je suis en train de défiler. Au fur et à mesure, je suis à la diapo 26. Non, je pense juste hier. شوفوا انتم, c'est bon? Donc, on est bien à la diapo 26, étude clinique 4. Ah, Kavalef? Oui. Oui. Donc, il y a un petit problème. Elle doit rafraîchir éventuellement le cours. C'est un problème de connexion. Ah, c'est les aléas du direct. Hein, OK? On continue. Mais vous l'avez en PDF. Hein. Essayez de prendre note. Hein. Donc, je dirais la diapo 26. Je citerai de temps en temps le numéro de la diapo. Hein. OK? Alors, bien sûr, l'état général est concerné. Alors, les signes physiques, c'est la palpation donc abdominale. Bien sûr, on va palper. Bien sûr, sur une patiente qui est allongée, qui est rassurée, les mains tièdes, pas qu'il y ait des mains qui fouettent, très froides. Et vous allez l'allonger donc sur le dos, les jambes légèrement fléchies pour décontracter au maximum la paroi. Et on va trouver un signe qui c'est une défense de l'hypocondre droit. Et bien sûr, on peut trouver une grosse vésicule qui est douloureuse. C'est une masse arrondie ou piriforme, tendue, très douloureuse et mobile avec la respiration. D'accord? Donc là, c'est le signe de Murphy clinique. Ça, c'est une question hyper tombable. Donc là, douleur provoquée à la palpation. Et j'aime pas le terme sensibilité. Alors, on y va crescendo. Hein. Défense, c'est le tableau qui est classique. Donc, on a, c'est une contraction, on va dire, involontaire pour éventuellement éviter, donc qu'on palpe plus c'est un mécanisme de défense tout à fait naturel. Chaque fois qu'il y a une irritation péritonéale, ça on a rappelé ici. Mais là, on est au niveau de l'hypocondre droit. La grosse vésicule, on peut la palper, mais c'est rare. Il faut que sa patient soit un peu maigre. Avec une vésicule bien tendue, on peut la palper. Et la douleur provoquée à la palpation. C'est pas une sensibilité, c'est on provoque la douleur. Et donc, il en a une grimace. Elle vous dit non, ne refaites pas ça, ça fait mal. Et bien sûr, ce qu'on appelle le signe de Murphy. Donc, c'est la palpation profonde de l'hypocondre droit. Donc, on empaume le rebord costal bien profondément avec la main, en demandant au malade d'inspirer. Donc, inspirer, ça veut qu'on va contracter donc le diaphragme, on va augmenter la cage thoracique et on va refouler un peu le foie vers la cavité abdominale et ça provoque une douleur donc qui reproduit la colique hépatique qui inhibe l'inspiration. Donc ça, c'est le signe de Murphy clinique et on a le signe de Murphy échographique. Donc c'est simple, c'est l'échographiste qui va mettre la sonde vraiment bien en profondeur sur le rebord costal et il va faire ça. Alors, les signes physiques, donc ici j'insiste beaucoup, hein, forme non compliquée, type de description, il n'y a pas d'ictère, qu'on soit clair. Alors, si ictère, on peut poser des questions, craindre une complication. Donc, mais on va voir les formes cliniques, on va les voir après. Alors, lithiase lobaire principale associée, ça on l'a vu, 10% des cas, bingo, on a une lithiase lobaire principale. On a un syndrome de Mirizzi. Le syndrome de Mirizzi, c'est la photo que vous avez en encadré ici. Donc, vous la voyez là. Donc, une vésicule, syndrome de Mirizzi. C'est un calcul qui est bien enclavé dans la vésicule biliaire et qui commence à faire une inflammation entre la jonction entre la vésicule biliaire et la voie biliaire principale. Et il va comprimer.
Alors, le calcul est dans la vésicule, mais on va avoir des signes de cholestase, un trait de cholestase, donc en faveur d'un calcul donc, qui est enclavé, qui pousse et qui comprime la voie biliaire principale. Alors, l'astuce ici, c'est qu'on a une dilatation des voies biliaires intra-hépatiques et sans dilatation des voies biliaires extra-hépatiques. Donc, c'est ce que la grosse différence est là. Alors, bien sûr, une pédiculite, ça peut donner ça. Et on peut avoir une perforation vésiculaire, et là, c'est un peu grave. Mais surtout, les deux premières, elles sont assez typiques, on les cherche quand même, c'est lithiase biliaire principale et garder le syndrome de Melzi, le Melzi syndrome, c'est international. Donc, ça. Alors, la biologie, c'est simple, il y a une batterie de biologie clinique, de biologie paraclinique assez facile. Alors, le SIB, on a un syndrome inflammatoire biologique, ça veut dire c'est donc une NFS, une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile, et la CRP est augmentée. Bien sûr, les tests hépatiques sont normaux dans cette forme. Voilà, les transaminases ou la bilirubine est très légèrement donc augmentée, mais je parle d'un type de description. Et bien sûr, je ne reviendrai pas sur les enzymes hépatiques qui sont normales. Donc, on revient. Syndrome inflammatoire biologique, demandez toujours une NFS, hyperleucocytose, une CRP qui est augmentée, des tests hépatiques qui sont normaux, ou bien une légère transaminase bilirubine très légèrement augmentée, sans que ça soit vraiment très inquiétant. Et bien sûr, l'hypasémie, plus, faites-le, c'est systématique. Donc, on vous demandez une batterie d'examen. Alors, l'imagerie, question d'examen hyper posable, hyper croc, hyper QCM, hyper cas clinique. Alors, quel est l'examen de première intention? C'est l'échographie abdominale. Il est disponible, il n'est pas cher, il n'est pas invasif et on obtient un diagnostic positif dans 90%. Donc, c'est très important. On est à 90%. Sensibilité à 82, spécificité à 81. On verra dans le détail parce que parfois, si on veut chercher avec le signe un peu plus incisif des explorations. Donc, l'échographie est simple. Alors, les signes échographiques, vous retenez ces signes. Alors, ça, c'est pour la vie, franchement. Vous serez installé en tant que généraliste ou même en tant que spécialiste, médecin de famille. Je pense que maintenant, je suis en train de voir qu'avec les téléphones, on peut mettre des sondes. Il y a plein de firmes maintenant qui commercialisent, aux États-Unis, en Europe, on commence à voir, à part le saturomètre, on peut avoir l'échographe dans la poche et les téléphones portables se prêtent très bien à ça. Et tout médecin, je pense, comme en urologie ou en gynécologie obstétrique particulièrement, et pourquoi pas l'extension, moi je dis bien que l'échographie est l'extension de l'examen clinique. Alors qu'en tant que praticien, vous allez chercher 4 signes. Alors, un épaississement de supérieur à 4 mm de la paroi vésiculaire, donc on le verra. Le kit périvésiculaire, attention, on commence à avoir du jus autour de la vésicule, etc. Et bien sûr, ça signe la péritonite localisée avec diffusion, par perforation, par diffusion. Et bien sûr, douleur au passage de la sonde sur l'aire vésiculaire, c'est le signe de Murphy échographique. Et bien sûr, on va avoir l'image du calcul au niveau de la vésicule. Alors, le signe Murphy échographique, c'est la même chose, comme j'avais décrit tout à l'heure par rapport au signe échographique. On va voir quelques images, je pense. Alors, on va voir très bien. Ça, c'est une vésicule qui est tout à fait normale. Alors, ce qui est en hypoéchogène bien clair, c'est une vésicule qui est normale. Là, on a une vésicule lithiasique et la flèche en noir, elle nous montre ce que c'est. Donc, c'est des points de lithiase. Alors, les lithiases, vous regardez bien, on a derrière ce qu'on appelle un cône d'ombre postérieur. Parce qu'au fait, cône d'ombre, parce qu'on est sur un échographe. Alors, imaginez la sonde, elle est sur la partie haute. Là, elle écrit le A ou le B sur la partie haute. Et donc, les ultrasons vont pénétrer dans la cavité péritonéale, abdominale, on va dire, d'avant en arrière. Et ils vont rencontrer le calcul. Et quand on rencontre le calcul, on a un effet de cône d'ombre postérieur. Et bien sûr, là, c'est typique. On a les deux flèches. Alors, la flèche sans tête, c'est le calcul, avec un petit renforcement antérieur ici. Et bien sûr, avec la flèche, avec une flèche normale, avec la tête et le trait. Donc, ça nous oriente vers la paroi. Et si vous regardez juste au-dessus de la flèche, il y a deux petites croix. Et ça, c'est la mesure de la paroi vésiculaire. Et là, franchement, elle est pathologique. Elle est supérieure forcément à 4 mm. Alors, imagerie densitométrie abdominale. Alors, yes, no. Alors, faites attention en prescrivant un scanner.
pour une échographie, pour une cholécystite aiguë, le premier examen, vous ne faites rien sans échographie. Et l'échographie va aider à interpréter la TD. D'accord? Mais parfois, le patient, il est en réa, c'est compliqué. Ce qu'on emmène, on fait le DAT total, on fait un body scan, il est sceptique et on va découvrir qu'il y a une cholécystite qui est là. Et donc, l'atomodosimétrie peut aider. Et parfois, si l'échographie est faite par quelqu'un de moins expérimenté, est faite tardivement la nuit ou si le patient a très très mal, on peut, dans certains cas de doute, compléter mais ce n'est pas un examen. Faites attention, ce n'est pas un examen de première intention. Alors, le point positif du scanner abdominal, c'est pour les diagnostics différenciés qui sont très utiles parce qu'on verra après dans les pathologies qui peuvent ressembler, ce qu'on appelle les diagnostics différentiels, ressembler à la cholécystite, le scanner a toute sa place. Si l'écho n'est pas formel, en tout cas, moi, je fais ceinture et bretelle. Je fais une échographie. Si elle n'est pas tout à fait, s'il manque un signe parmi les 4 signes, c'est pas tout à fait bien fait, on ne connaît pas particulièrement la personne qui a fait l'échographie, eh bien, j'aimerais bien compléter par un scanner et là, je suis tranquille. Franchement, là, je suis tranquille pour poser le diagnostic. Alors, là, on a un épaississement de la paroi vésiculaire, donc supérieur à 4 mm, et j'ai une infiltration de la graisse périvésiculaire. Là, on le voit très bien. Et un liquide périvésiculaire, ça commence à y avoir du jus, donc on le voit très bien avec le scanner. Et bien sûr, là intramural ou pariétal. Et c'est qu'un signe de gravité. Ici, ce qui est très important, c'est qu'en fait, l'échographie, là, est peu performante. Donc, si je rajoute un scanner et que je délère intrapariétal, pour répondre à la question de votre collègue tout à l'heure, c'est la gangrène et c'est l'emphysème. Donc là, on va le voir très, très bien. Et là, franchement, on est sur une vésicule qu'il faut opérer dans l'immédiat. Il ne faut plus traîner. Et donc, c'est une indication opératoire forte. Et bien sûr, augmentation de la taille de la vésicule, supérieure à 5 cm sur petit axe ou 8 cm de la petit axe. Mais là, le diamètre de la vésicule, je ne prends pas beaucoup compte parce qu'en fait, c'est des morphologies. Les vésicules sont de taille et de diamètre et de morphologie complètement différentes. Mais ça peut aider. Donc, s'il est bien tendu, s'il est vraiment visible, ça signe une cholécystite. Il y a un enclavement quelque part. Alors, bien sûr, l'hyperdensité du contenu vésiculaire, c'est éventuellement plus. Alors, vous voyez ici le scanner. Vous l'avez toutes et tous ou pas? J'aimerais bien avoir votre feedback. Vous voyez le scanner? Oui ou non? Oui. Très, très bien. Alors, sur la planche de droite et sur la planche de gauche. Commencez par la gauche, sur la plexus sagittale. Alors, on voit une vésicule qui est bien distendue. D'accord? Alors, il y a une flèche discontinue, une flèche continue. La flèche continue ici, ça oriente vers la vésicule et la paroi. Et on voit très, très bien. C'est un scanner qui est bien injecté. Alors, c'est hypodense dans la vésicule. La paroi est bien épaisse. Et ce qui est en flèche pointillée, c'est que on commence à avoir une pédiculite ou bien de l'épanchement autour de la vésicule. Et sur notre coupe, qui est frontale, alors la flèche qui est bien verticale, qui descend sur le cliché, bien sûr, de droite, et qui descend de bas vers le haut. Et là, on voit très, très bien. Et ça, c'est un élément très important pour nous chirurgiens, parce qu'on commence à avoir des abcès de contiguïté. Donc, il y a une diffusion du pus dans le foie. On a des abcès hépatiques, c'est des abcès entre la vésicule et le foie, qui sont d'une gravité certaine. Alors, une autre image, c'est assez inquiétant, parce qu'on a de l'air dans la vésicule biliaire. Et s'il y a de l'air, c'est de la gangrène et c'est une mort imminente. Hein. Donc, attention, il faut faire très attention. C'est déjà un anaérobe. Là, il ne faut pas traîner, il faut aller opérer sans discussion. Pareil ici, on voit très, très bien sur ce cliché-là, qui revient. On voit une paroi vésiculaire qui est très, très bien dessinée par de l'air. Il y a plein d'air au niveau de la vésicule. Et bien sûr, ici, un peu plus bas, sur le cliché. Et vous voyez, donc, il y a une diffusion autour du pancréas, sur le troisième cliché. Et c'est vraiment une cholécystite très grave. Alors, l'imagerie, la scintigraphie hépatobiliaire, bon, j'ai mis new, mais là, pour vous, les nouvelles générations, c'est pas tout à fait nouveau. C'est dans les recommandations. La scintigraphie, c'est le meilleur, je dirais bien, le meilleur examen pour dire, alors, c'est noir ou c'est blanc, bida ou la carte.
Alors, noir ou blanc, alors, cholécystite ou pas cholécystite, j'opère, je n'opère pas. Et la scintigraphie est essentielle et capitale pour avoir donc une idée sur la pathologie thoracique. Alors, la scintigraphie, en description, très pratique dans les pays anglo-saxons. Ils ont beaucoup d'avocats et beaucoup de plaintes. Et tout le monde veut être tranquille. Ça coûte cher, ça coûte très cher. Et tant mieux quelque part parce qu'en fait, on ne va pas opérer des patients pour rien et on ne va pas laisser des patients avec une vésicule qui est malade. Et bien sûr, ces examens peu disponibles en urgence, voire très coûteux. Mais eux, avec toutes les assurances qu'ils ont et tout, donc ça ne coûte rien pour eux parce qu'un procès, c'est des millions de dollars. Et donc là, c'est rien du tout un examen qui coûte un millier de dinars, voire plus. Mais c'est un examen qui est invasif. Alors, 20% de leurs patients, j'ai bien leurs patients, dont l'échographie était peu contributive, et bien sûr en associant des comorbidités et un très haut risque chirurgical, donc implication médico-légale, et ils vont demander certainement une scintigraphie, et c'est dans le même hôpital et dans l'examen, dans l'heure qui suit. Donc, ça ne pose pas de problème de balader les patients, donc ils sont dans la même structure, ils sont bien organisés, ils vont faire cette scintigraphie. Alors, vous voyez très bien en bas, donc la sensibilité, sensibilité et la spécificité, donc très élevée. Alors, il y a la cholescintigraphie, donc la première ligne, et là, l'ultrasonographie qui est l'échographie. Et vous voyez très clairement, scientifiquement parlant, que la scintigraphie est l'examen le plus performant, voire l'examen, disons, le gold standard, mais attention, entre l'examen de première intention qui est l'échographie et l'examen de référence, attention, c'est ça. Alors, là, je vous invite à voir les 3 clichés de scintigraphie. Alors, le A, B et C. Donc là, c'est un cliché qui est précoce. Le B, on commence à avoir c'est 55 minutes. C'est une cinétique qui est tout à fait normale. La vésicule est bien visible. Alors, c'est le cliché, je reviens sur 55 minutes, le cliché B, qui a une tête de flèche qui pointe vers la vésicule. Ça veut dire, c'est un examen dynamique, c'est un examen fonctionnel, et là, il n'y a aucun doute, la vésicule est en place, la bile circule dedans, la bile et le radiotraceur qu'on a injecté pour la scintigraphie. Donc, elle est on, elle est illuminée, lighted, comme on dit, et en fait, cette vésicule, elle est tout à fait saine, pas de souci. Et bien sûr, la flèche qui est à côté, la flèche normale, c'est la voie biliaire principale. Alors, on va comparer au cliché C, où la flèche, comme dans le B, elle pointe vers la voie biliaire principale, mais on a une image qui manque, c'est la petite boule blanche. La petite boule blanche, et en fait, c'est la vésicule qui n'a pas été, disons, envahie, remplie par le radiotraceur. Là, c'est clair, il y a un problème de remplissage de la vésicule claire. C'est une cholécystite. Alors, ici, je vous invite à de vous documenter en dehors de ce cours, d'aller voir plus dans le détail les Tokyo Guidelines, les recommandations de Tokyo, qui sont incessamment, toujours incessamment mises à jour, et ils veulent dire, alors, cholécystite ou pas. Pourquoi? Parce que en fait, quand on veut partir dans la science, et on doit avoir des étiquettes, et on doit opérer, on doit ne pas opérer éventuellement, on doit surveiller, on doit ponctionner, alors, on doit avoir des critères. Donc, là, en dehors d'un diagnostic anatomopathologique, avant, c'est toujours compliqué. Et c'est la question que je me posais ce matin aussi avec plusieurs patients. Alors, cholécystite, yes or no? Alors, la Tokyo Guidelines nous aide plus ou moins à poser des diagnostics sur 3 grands critères. Alors, les clinical manifestations, donc les manifestations cliniques, qui sont d'abord le signe de Murphy, la douleur, ou la masse, la vésicule qu'on a palpée tout à l'heure, et bien sûr les signes systémiques éventuellement. Alors, la fièvre, l'hyperleucocytose, la CRP, alors c'est la systemic signs qui sont cliniques ou paracliniques, on est bien d'accord, et bien sûr, éventuellement, donc, troisièmement, imaging finding, alors c'est clair ici, confirmative finding sur l'ultrason ou hépatobiliaire scintigraphie. Donc, c'est pour ça que j'insiste que la scintigraphie fasse partie de votre connaissance, de vos compétences pour les prescrire, parce qu'en fait, on est sur une recommandation internationale, tout le monde le fait, alors qui vont te dire le diagnostic. Alors, donc ici, la présence d'un de ces signes et de ces symptômes, donc, et peut pas poser donc le diagnostic, ce qui est encadré ici. Alors,
the presence of a local sign or symptom, one systemic sign and one sur un imagery finding, c'est un diagnostic qui est possible. 1 plus 1 plus 1, donc c'est un diagnostic qui est positif. Donc, retenez bien cette plaque. Elle va beaucoup vous aider dans votre pratique clinique. Je poserai peut-être des questions, mais pas forcément. Elle est un peu compliquée, mais ça va vous aider. Gardez ça sur une capture d'écran quelque part. Ça va vous aider pendant vos gardes et pour gérer ces patients. Alors, dans notre pratique, le diagnostic a été posé. D'accord? Alors, c'est clair, on va aller donc quelque chose de très important. C'est d'abord sur les arguments cliniques, biologiques, échographiques. 1, 2, 3. Et là, c'est clair. Je pose mon diagnostic, hospitaliser le patient en chirurgie générale et digestive, plus. La question hyperposable, qu'est-ce que vous faites? Ah, il va faire un perfusion. Non, il faut hospitaliser. Elle ne doit plus traîner encore aux urgences, il faut hospitaliser la patiente. Alors, évaluation de la gravité des cholécytes aigus, toujours, c'est très important, et toujours en se basant sur les Tokyo Guidelines. Elles sont classées en 3 grades. Alors, pourquoi les classer en 3 grades? Parce qu'il y a toujours une guerre, une querelle, winch contre winch. Alors, est-ce qu'il va en réa ou est-ce qu'il reste en chirurgie ou aux urgences? On ne sait pas. Donc, la science est là pour nous dire, voilà, on va les classer en 3 grandes classes et on va voir si ça aussi dans les enjeux coliques, hein, c'est facile. Et bien sûr, qui va être dicté donc par les Tokyo Guidelines. Donc, alors, bien sûr, la prise en charge, c'est hospitalisé, c'est clair. Est-ce qu'on opère ou est-ce qu'on fait un drainage? Donc, on va faire un drainage, c'est ce qu'on appelle un drainage radiologique. Alors, number 1, grade 1, facile. Cholécyte ne correspond pas aux critères des cholécytes aigus de gravité modérée ou sévère qu'on va voir plus tard. Donc, il n'y a aucun critère de gravité. Là, c'est clair, tous les voyants sont au vert. C'est une cholécyte de grade 1 qu'on va opérer. Alors, ces patients ne présentent pas notamment de défaillance multiviscérale, mais uniquement donc une inflammation modérée de la vésicule. Alors, paradoxalement, le 2, on a la présence d'un ou des signes suivants. Alors, s'il y a un de ces signes, attention, c'est que cette vésicule, il faut la prendre en charge de façon très sérieuse et rapide. Alors, les globules blancs supérieurs à 18 000, ce n'est pas une bonne vésicule. Alors, une masse palpable, ce n'est pas une bonne vésicule. Alors, les durées des signes, plus de 72 heures, les golden hours, ce qu'on appelle les heures fatidiques, elles sont passées, ce n'est pas bon. Et bien sûr, les marqueurs de l'infection locale, comme péritonite biliaire localisée, alors l'abcès périvésiculaire, l'abcès hépatique et bien sûr les cholécytes gangréneuses et emphysémateuses. Attention, attention, attention. Là, ce sont des critères. Donc là, on est dans un 2. Alors, sur un dossier médical, où vous serez dans un stage de chirurgie ou quand il y aura des présentés au staff, donc c'est clair. Alors, quel cholécyte, c'est un type 1, 2 ou 3. Et on est sur un grade 2 si on a une masse, si on a un emphysème, c'est un abcès hépatique. Alors, grade 3, là, c'est très sérieux. C'est un dysfonctionnement, d'un ou des dysfonctionnements. Un seul suffit. Alors, cardiovasculaire, l'hypotension, c'est l'état de choc. Attention, là, on est sur des drogues vasoactives. Bien sûr, neurologique, diminution des niveaux de conscience, le Glasgow n'est pas à 15. La respiratoire, attention, donc là, il faut faire attention. Et bien sûr, le rénal, l'oligurie, et bien sûr, donc c'est l'anurie, attention. Et bien sûr, l'hépatique avec une défaillance hépatique. Et voilà, hématologique avec des plaquettes qui sont dans les chaussettes. Alors, très très basse, donc inférieur à 500 000, inférieur à 50 000, je n'opère pas. Donc là, on a un problème de gestion que c'est pas ça là. Entre 100 000 et 50 000, bloc direct, il ramène des plaquettes et on opère ce patient en parle. Alors, les formes cliniques très rapidement. Alors, on va jouer fièvre, pas fièvre, ictère, pas ictère, ça va être facile. Je pense que je vais aller un peu rapidement là-dessus et vous aurez le temps de les lire, mais c'est juste pour qu'il y ait des nuances. Là, on a fait l'étude des descriptions tout à l'heure, c'est assez facile. Alors, forme ictérique, alors 10 à 20% des cholécystites, parfois il est peut-être modéré, il est plutôt en rapport migration, voie biliaire principale 10%, attention, hyperposable comme question. Bien sûr, myridie, plus comme question, et une pédiculite, bien sûr. Et une perforation. Alors, les formes vésicules palpables, c'est l'hydrocholécyste. Alors, sans fièvre particulièrement, petit fébricule. Voilà, donc ça peut être assez facile. Alors, les formes subaiguës, on a atténuation de tous les signes. Alors, ballonnement abdominal, douleur à la palpation, rien d'évident. Et bien sûr, apanage des diabétiques immunodéprimés. Parfois, ces subaigus peuvent afficher des formes très très graves et il faut faire attention.
Donc, investiguer plus. Tableau clinique faussement rassurant. Voilà, le faussement rassurant. Tout le monde est tranquille, mais c'est un volcan, c'est en train de bouillonner. Et attention. La prise en charge doit être énergique, identique à un cholécystite aigu grave. Donc, attention. Alors, les formes suraiguës, de l'âge extrême et sujet taré, attention. Les germes virulents et anaérobes en cause, les signes parfois peuvent être discrets à l'examen. C'est des suraigus, mais dans le ventre, c'est vraiment des catastrophes. Alors, bien sûr, les formes suraiguës, syndrome infectieux sévère. Alors, là, on est dans un état de choc, température élevée, pouls, polypnée. Là, on est très mal et les patients, généralement, ne survivent pas à ces formes-là. Il ne faut pas y arriver. Il ne faut pas y arriver. J'arrête pas de dire que attention chez les diabétiques, le déprimé, que les sites, il ne faut pas la. Alors, bien sûr, c'est des soins intensifs, c'est de l'ARIA, il faut opérer. Ou bien, particulièrement, il ne faut pas très opérer ces patients-là. Il faut aller faire une échographie et faire les fonctions le plus rapidement possible. Alors, les formes occlusives, occlusion fébrile, question parfois, bien, c'est de l'appendicite, c'est la cholécystite, diverticule de Meckel, donc occlusion fébrile. Pensez-y, donc c'est une cholécystite. Plastron, on l'a vu tout à l'heure dans les formes anatomopathologiques, je ne vais pas m'attarder. Donc, magma adhérentiel, il ne vaut mieux pas trop dissiper. Alors, c'est plusieurs jours négligés ou c'est le généraliste qui a donné ou le pharmacien, malheureusement maintenant, c'est ça. Il donne des antibiotiques sans avoir de cause, sans preuve. Et là, on est sur une forme qui peut se compliquer. Alors, pression vésiculaire, donc on a une paroi abdominale qui est douloureuse et on arrive à faire donc une sorte de masse et de l'agglutination de plusieurs organes. Alors, les signes typiques de cholécystite aiguë et vérifie l'absence d'un abcès sous-jacent, mais je pense qu'il faut mieux faire un scanner ici. Le risque évolutif, c'est de faire une péritonite biliaire et bien sûr ultérieurement, donc c'est des fistules cholécysto-digestives ou cholécysto-duodénales éventuellement qui vont causer des problèmes. Alors, la péritonite biliaire localisée, je passe très rapidement, et qui va devenir une cholécystite généralisée. Donc, bien sûr, c'est une défense d'hypocondre droit parce qu'elle est localisée. Et quand elle est généralisée, ça va devenir une défense voire une contracture abdominale. Et les deux, que ce soit la péritonite biliaire localisée ou généralisée, bien sûr, c'est des urgences chirurgicales. Donc, je passe très rapidement sur la généralisée. Vous l'avez, vous pouvez la lire. Alors là, par contre, beaucoup de questions ici. L'examen. Alors, la fistule biliodigestive. Alors, la fistule cholécysto-duodénale. Alors, syndrome cholécysto-duodénal, c'est la plus fréquente. Alors, elle va permettre de la migration d'un calcul de la vésicule biliaire vers le tube digestif à travers le duodénal. On a un syndrome de Bouvray et l'iléus biliaire. Alors, le syndrome de Bouvray, si on pose la question, c'est quoi? C'est une sténose digestive haute. C'est pas une occlusion, c'est une sténose digestive haute, comme l'ulcère sténosant. Alors, causée par l'impaction d'un gros calcul dans le duodénum. C'est un calcul de 2-3 cm énorme et qui va boucher l'estomac. Le outlet gastrique n'est pas garanti et ça pose des impôts. Et bien sûr, l'iléus biliaire, question qu'on pose très souvent. Alors, l'iléus biliaire, c'est une occlusion intestinale mécanique. Alors, le calcul va migrer jusqu'à la valvule iléocécale où il va se bloquer, entraînant une occlusion intestinale aiguë. L'échographie peut visualiser la fistule, l'ASP peut montrer aussi des images, mais c'est une occlusion mécanique. Alors, en échannant la confusion, faites attention s'il vous plaît, ça je ne dirai jamais assez, parce qu'il y a le mot iléus réflexe, occlusion fonctionnelle. Non, iléus biliaire, et donc c'est forcément une cholécystite, donc c'est une fistule cholécysto-duodénale. Alors, les images, elles sont simples ici. Alors, l'iléus biliaire sur l'ASP que vous avez ici. Alors, on a l'occlusion du grêle, on a des anses grêles qui sont dilatées. On va les voir petit à petit. Alors, et on a une aérobilie à peine visible, c'est cette petite arbre biliaire qui est bien dessinée. Et bien sûr, l'occlusion grélique, là. Donc, le grêle, c'est cette dilatation dense avec des valvules connivantes, là ici, plus haute que là. Et bien sûr, le calcul qui est là. Ça, c'est une étude. Et en opératoire, c'est ça. C'est un patient que j'ai opéré, là, c'est moi. Alors, c'est un énorme calcul qui est enclavé dans le grêle et qui cause une occlusion. Et là, j'ai fait ce qu'on appelle une entérotomie. Donc, je coupe une partie de la paroi du grêle
pour aller extraire ce calcul. Et ce calcul, il a migré à travers une fistule cholécystole tubular. Voici notre image. Voilà. Après extraction, donc on a ce calcul. C'est clair? J'attends des réponses. C'est bon ici? Vous m'entendez? Oui, c'est clair. C'est clair. Il ne faut pas la sieste, c'est bien, je vais vérifier quand même. Alors, les autres formes compliquées, fistules biliodigestive. Alors, bilio-biliaire, c'est le myéridie. Deux mots, il n'y a rien à dire. Bien sûr, nos cholestocoliques, les roses, c'est rare. Alors, les formes compliquées, emphysémateuses, et les mortelles jusqu'à preuve du contraire. Donc, attention. Donc, faire attention, diagnostic, c'est ça, on peut faire à l'ASP. Hein. Mais là, franchement, c'est très avancé et c'est très mauvais. Bien sûr, c'est le scanner. Hein. L'échographie, c'est surtout le scanner. On l'a vu sur des clichés tout à l'heure. Alors, coécite associé à une litiase de l'ORBIR principale. Donc, on l'a vu, c'est très fréquent. 10% à peu près. Alors, elle peut être asymptomatique, mais c'est une découverte opératoire et j'avais dit c'est une cholangiographie opératoire qui va sauver la vie. Alors, une pancréatite aussi peut être associée. C'est une cholécystite aiguë peu compliquée, une évolution du pancréatite aiguë et imposer une cholécystectomie en urgence. Mais c'est rare. Mais généralement, c'est la pancréatite qui est bien avancée. Alors, diagnostic différentiel. Attention, attention, attention. Là, vous allez croiser tous les certifs, le médical et le chirurgical. Alors, j'insiste beaucoup ici. Et ça va être bien dans vos têtes, les diagnostics différentiels. Donc, attention. Alors, bien sûr, les infections médicales, pneumopathie de la base droite. Et surtout, on est bien dans le Covid ici. Et on a eu cette maladie est très sournoise, très maligne. Mais il ne faut pas oublier les autres pathologies. Alors, l'examen pulmonaire, la radiothorax rectifie ou le scanner maintenant qui est très, très, très facilement demandé. Pyélonéphrite droite, attention, la PNA, ECBU, toute la batterie, donc j'insisterai pas beaucoup. Alors, l'infarctus du myocarde, attention, douleur épigastrique, faites les enzymes, faites le CG de façon systématique, surtout s'il dépasse l'âge de 50 ans. Alors, la périhépatique acamidia, bien sûr, il faut y penser aussi. Alors, les infections chirurgicales, vous êtes dans un service de chirurgie, vous êtes aux urgences, l'interne, le résident des urgences, et vous devez éliminer, vous devez tourner autour de ces diagnostics les plus fréquents. Alors, bien sûr, kystatique du foie. En Tunisie, ne l'oubliez pas. J'ai opéré un hier, donc il ne faut pas l'oublier. Alors, l'appendicite aiguë, en position, donc, en faisait pratique, attention. L'imagerie, c'est l'échographie et la TDM. Et bien sûr, la perforation d'un ulcère duodénal. La place du scanner, Proctel comme Bekele, il y a sa place. Si l'échographie n'est pas formelle, s'il n'y a pas ce calcul, si vous avez des doutes sur celui qui pratique, faites un scanner et tout le monde est tranquille. D'accord? Donc, je pense qu'il faut avoir la main large là-dessus. Donc, alors, l'abcès périnéoplasique de l'angle du colique droit, du long du côlon. Il faut y penser aussi. Et tout est intriqué. Alors, c'est la vésicule qui atteint le côlon ou le côlon qui atteint la vésicule. Donc là, c'est la place du scanner, elle est assez évidente. Et bien sûr, les abcès hépatiques. Donc, ça, c'est la pathologie qu'on verra. Alors, le traitement. Alors, c'est une urgence médico-chirurgicale. Le but, les moyens, les indications, c'est très facile. Alors, le but, c'est contrôle de l'infection, bien sûr, et exérèse de la vésicule biliaire, c'est la cholécystectomie. QCM, CROC, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est faire une cholécystectomie. Et bien sûr, traitement des complications associées, s'il y a une péritonite, donc c'est ça. Alors, les moyens, traitement médical, donc bien sûr, on ne saute pas sur le patient, on va le conditionner. Alors, hospitaliser le patient en chirurgie, je parle du type de description tout à l'heure. La voie d'abord veineuse périphérique, surveillance clinique, rechercher une diffusion, rechercher les signes de gravité de Tokyo Guidelines. Est-ce qu'on est sur une cholécystite de type 1, de grade 1, est-ce qu'on est passé au type 2? Et bien sûr, bilan, on prépare la chirurgie. Et bien sûr, donc les hémocultures, toute antibiothérapie doit être bien encadrée par des hémocultures. Bien sûr, traitement médical, l'antalgique antispasmodique, ça fait très mal. L'antibiothérapie, yes. Et bien sûr, la bonne diffusion biliaire, c'est généralement les pénicillines. Et bien sûr, si on peut encadrer par par l'hémoculture, c'est pas grave. Mais on va dire qu'elle est empirique au départ. Alors, le traitement chirurgical, on est là. C'est pour ça que je vous fais ce cours. C'est le traitement de référence, seul à permettre un traitement curatif de toute la pathologie. Et bien sûr, le gold standard, c'est la cholécystectomie, laparoscopie. Laparoscopie, c'est la célioscopie. C'est la petite trou qu'on fait dans le ventre, à travers l'ombilique. On fait entrer un optique relié à une caméra
et on va enlever la vésicule biliaire. Et bien sûr, elle est dans les golden hours, les 72 premières heures. Alors, nous, en Tunisie, en France, c'est ce qu'on fait. On opère les vésicules. Mais vous avez prouvé que les anglo-saxons, ils refroidissent et ils vont venir après. Mais bon, moi, je préfère opérer mes patients as soon as possible, dès que j'ai le diagnostic. On a l'échographie, elle est là, le scanner, elle est là, l'hôpital est ouvert 24 sur 24, je n'arrive pas à le dire, et donc les opérer. Ben, ma vésicule, j'essaie de la faire après le cours, donc là, tout de suite. Ou bien, si j'y arrive pas, parce qu'il y a beaucoup d'urgence, là, je vais la faire au matin, as soon as possible, donc le matin, donc le plus tôt possible. Et bien sûr, la laparotomie reste indiquée d'emblée, bien sûr, dans les cas. Et conversion, si vous voyez le mot conversion, on est passé sur une célioscopie et pour des raisons techniques ou pour des raisons éventuellement anatomiques, on est passé en laparotomie. On fait une incision sous-costale. Et donc voilà. Alors, la scolecectomie laparoscopique, c'est le gold standard. Donc voilà, on le fait les trous, donc 4 trocars. Et bien sûr, c'est la vésicule là. Et il commence à faire un peu de gangrène. C'est vraiment, elle est phlegmoneuse. Il faudra enlever. Pas facile, mais la célioscopie, c'est ce qu'il faut faire. Alors là, c'est la voie classique, la sous-costale. Donc ça, c'est des valves qui est métallique et on voit la vésicule avec force. Alors, le geste est simple. Donc, on saisit la vésicule. On dissèque, attention à la voie biliaire principale pour ne pas causer des dégâts. C'est ce que le risque de cholecystectomie, c'est la plaie de la voie biliaire principale. Et bien sûr, donc on enlève la vésicule. On a lié, vous voyez dans cette image, là où il y a les ciseaux, là. Donc, on a ligaturé le canal cystique et l'artère cystique. Et on enlève votre vésicule. Alors, la radiologie interventionnelle, elle a sa place. Les égocytes grade 3, les malades sont fatigués, les plaquettes sont pas bonnes, le TP est pas bien. Alors, il ne va pas subir une intervention, la célioscopie contre-indiquée, attention, on ne va pas la faire. Et les patients sont inopérables, pas pour risque opératoire. Alors, tout elle est réalisée sous TDM, donc c'est la ponction, la cholécystostomie, donc c'est un test, cholécystostomie. Donc, on va ponctionner par un trocar et mettre un drain dans la vésicule. Et bien sûr, permet de passer le cap aigu. On laisse le drain, tout se passe bien, les choses rentrent dans l'ordre, on évacue le pus, on fait l'antibiogramme et on va passer donc le cap aigu. Et bien sûr, on ne va pas laisser ce drain à vitamine et on va faire la cholecystectomie à distance quand le patient va être mieux. Alors, le drainage percutané, oui? Monsieur بربي une question. Monsieur في الراديولوجيا انترفنسيونيل علاش ما نعملوش ديريكت لاباروسكوبي وكهو معنا ما نسحقوش تديام ولا ايكوغرافي؟ En fait, la radiologie interventionnelle, attention, il y a une grosse différence entre la cholecystectomie laparoscopique, c'est une chirurgie, et le drainage percutané. La diapo 77 est en face. En fait, on fait ça, c'est le radiologue qui le fait. Il pose la ponction. Il y a une très grande différence parce qu'en fait, on ne fait qu'évacuer le pus et on passe le cap sepsis. Il y a un gros abcès dans la vésicule. La vésicule, c'est l'abcès. On fait la radiologie interventionnelle. Par contre, en célioscopie, on est obligé d'enlever la vésicule. Bon, les Américains, j'ai vu que parfois, il va trouver la vésicule très, très dure, ils ne prennent pas de risque, il fait ce que tu viens de me dire, il fait une ponction de la vésicule, il évacue, ce n'est pas tout à fait rassurant. Donc, mais retenez la chirurgie versus drainage percutané. Alors, chirurgie, les patients qui peuvent la subir, c'est la célioscopie. S'il ne peut pas subir la célioscopie, donc on fait une sous-costale. Si vraiment ni sous-costale, ni vésicule, ni célioscopie, on fait ce que je vous montrais, la cholécystostomie. Donc on met un drain dans la vésicule. C'est un drainage radiologique. Ah bon, c'est le radiologue qui le fait, c'est pas nous. D'accord? Et voilà, en fait, le drain, c'est l'image radiologique. On a pacifié, on a mis un drain dans la vésicule. D'accord? C'est clair? Oui, c'est clair, monsieur. Merci. Posez des questions, sans problème. Alors, les indications, c'est Tokyo Guidelines. Pourquoi ils ont fait ça? Pour ne pas qu'il y ait de bagarre. Donc voilà, on va faire ça et ça et ça. Alors, grade 1, célioscopie précoce. Celle-là, il n'y a pas de souci. Alors, grade 2, alors, indication identique au grade 1. Je vais faire une célioscopie, mais je dirai aux patients, à la famille, attention, je risque de convertir en laparotomie. Parce qu'elle est difficile. Et forcément, si c'est un grade 3, le drainage de la vésicule biliaire. On ne joue pas avec la vie des patients. C'est facile d'enlever une vésicule, mais c'est facile aussi de tuer le patient. Parce que c'est pas bien, donc on va le faire le plus de façon élégante. Alors, en conclusion, donc je pense que ça s'est clair ici. Alors, c'est une infection grave qui peut menacer le pronostic vital. Lithiase biliaire, 90%.
Alors, diagnostic clinique, biologique, échographique. La scintigraphie, on verra après, bien sûr. Alors, à toujours évaluer. Donc, la question au staff le matin, quand je fais staff, alors, c'est une grade 1, 2 ou 3. Donc, c'est clair parce qu'en fait, il y a des applications de gestion des patients. Et bien sûr, il faut hospitaliser en milieu chirurgical, antibio, et c'est la chirurgie dans les 72 heures, qu'on soit clair. Et bien sûr, la cholestectomie laparoscopique est le gold standard. OK. Je vous remercie pour le premier cours. C'est bon? Merci, monsieur. Ben, alors, on prend une petite pause. D'accord? Il est 15h07. Tu me le buvet, toi, le lait? Allô? Oui, monsieur. Ah, je plaisante, je plaisante. Non, non. Alors, bon, je fais une pause de même pas 10 minutes et je reprends. J'ai 15h07. Hein, comme vous avez 15h07, c'est bon, Haka? On est là jusqu'à 16h, jusqu'à l'Arba. Je reprends dans 7 minutes. Je reprends dans maximum écart. D'accord? OK? D'accord. Merci. Je reprends avec le cours. Je vais l'afficher tout de suite. Hein. Alors, on va uploader. Arrêter la présentation. Et je vais uploader l'autre cours. Pas courriel. Vous voyez le cours ou pas? Non.